Bonjour, bienvenue à la capsule de sensibilisation qui s'appelle Toilettes publiques. Pour qui sont-elles vraiment? Mon nom est Laurence Labrec et j'utilise les pronoms elle et accord féminin. Moi, c'est Marianne Forêt. J'utilise les pronoms elle et il avec les accords au féminin. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet de notre capsule, c'est comment est-ce que les toilettes publiques affectent les personnes trans et non-binaires. Dans notre société, les espaces publics sont souvent séparés entre les femmes et les hommes, mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui se reconnaissent pas, en fait, dans cette division-là? Dans cette capsule, on veut mieux comprendre les impacts de cette organisation, en particulier dans les espaces publics, en particulier dans les toilettes publiques, sur la santé physique et mentale des personnes trans et non-binaires. Notre objectif est aussi de sensibiliser le public à ces réalités-là et de proposer des pistes pour rendre ces espaces plus inclusifs. À qui ça s'adresse? En fait, c'est à tout le monde, mais particulièrement aux personnes qui connaissent peu ces réalités-là, ainsi qu'aux étudiants, aux intervenants professionnels qui travaillent dans des milieux comme l'éducation, la santé et les services publics, où ces enjeux-là, reliés là, aux espaces genrés peuvent avoir des impacts concrets sur le bien-être des personnes. Pour ce qui est de mon point de vue situé, j'ai choisi cet enjeu-là parce que ça touche plusieurs milieux liés à mon emploi actuel comme éducatrice spécialisée et comme future travailleuse sociale. Puis ça rejoint directement mes valeurs. Dans ma posture, j'essaie d'avoir le plus possible une approche anti-oppressive et réflexive. Je me situe comme une personne alliée dans mon milieu de travail en étant consciente que je ne suis pas directement concernée par ces réalités-là, mais j'essaie de rester à l'écoute, de me remettre en question le plus souvent possible, puis de reconnaître aussi mes limites, puis de m'appuyer sur le point de vue, et le vécu des personnes concernées. Moi, je suis personnellement impliquée dans cet enjeu parce que mes deux frères sont non-binaires transmasculins. Les deux ont transitionné socialement et légalement, mais seulement un d'entre eux a fait appel à des opérations d'affirmation de genre. Chacun d'entre eux a une expression de genre très, très différente. Donc, puis je vois qu'ils vivent différents enjeux, donc en lien avec la binarité des espaces publics et des toilettes publiques. Hem, je vois bien qu'il y a quelque chose d'aussi banal que d'avoir à utiliser une toilette en public. Ça peut créer des grosses répercussions négatives sur la santé mentale ou sur la santé physique des personnes trans et non binaires. Je trouvais ça donc vraiment intéressant d'explorer ce sujet-là, puis de m'éduquer plus. Donc, pour débuter, les espaces publics dans la société sont souvent organisés selon une séparation entre les femmes et les hommes. Cette organisation-là peut sembler évidente ou naturelle, mais ça repose en réalité sur des normes sociales. Au Québec, cette question-là est de plus en plus discutée dans les espaces publics, notamment en lien avec l'inclusion des personnes trans et non binaires dans les écoles, les milieux de travail et les institutions. Ces débats-là montrent que l'organisation genrée des espaces publics, c'est pas neutre. Elle peut favoriser certaines personnes tout en désavantageant d'autres. Dans cette capsule-là, on va se concentrer principalement sur le contexte québécois, mais tout en mobilisant certaines recherches internationales pour mieux comprendre l'enjeu. On va aborder trois aspects principaux. Pour débuter, on va définir quelques concepts de base pour mieux comprendre la situation. Ensuite, on va voir les impacts que cette organisation-là peut avoir sur la santé et le bien-être des personnes trans et non binaires. Puis finalement, on va proposer quelques pistes pour rendre ces espaces-là plus inclusifs. Donc, d'abord, on va définir quelques concepts de base pour mieux comprendre l'enjeu. Premièrement, le sexe assigné à la naissance, ça fait généralement référence aux caractéristiques biologiques d'une personne, comme les organes reproducteurs. Le genre, lui, correspond plutôt à des rôles, à des normes ou à des identités construites par la société. Par exemple, le fait d'être perçu comme un homme ou comme une femme. On s'attend souvent à ce que les hommes et les femmes aient certains comportements ou apparences. Ça fait partie du genre. Ensuite, une personne cisgenre, c'est une personne dont l'identité de genre correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Donc, le concept clé dans notre présentation, c'est la cisnormativité. C'est l'idée que tout le monde serait ou devrait être cisgenre. Par exemple, dans les lieux publics, on suppose que tout le monde se reconnaît comme homme ou comme femme. Cela crée une norme dominante qui rend invisible ou marginalise les réalités des personnes trans et non binaires. Ces normes-là s'inscrivent dans un cadre hétérocisnormatif, c'est-à-dire que c'est une façon de voir le monde où être hétérosexuel et cisgenre, c'est être considéré comme la norme.
Euh, Cela peut contribuer à différentes formes de discrimination. Ces normes-là influencent aussi notre manière de comprendre le monde et même d'organiser les espaces. Par exemple, les toilettes publiques sont presque toujours séparées en deux catégories. Cette logique-là s'inscrit dans une vision binaire du genre, c'est-à-dire une division très stricte en deux catégories, hommes et femmes. Donc, c'est quoi l'enjeu? C'est que, comme on l'a dit, cette organisation-là suppose que tout le monde peut facilement se reconnaître comme un homme ou une femme, puis ça l'oublie que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, les personnes qui se reconnaissent pas dans ces catégories ou qui s'identifient pas à leur sexe assigné à la naissance peuvent vivre des situations inconfortables où elles se sentent observées, questionnées ou même en danger lorsqu'elles utilisent ces espaces-là. Donc, certaines peuvent même éviter d'utiliser les toilettes publiques par peur des réactions des autres. Donc, quand une personne ne correspond pas à la norme, elle peut se sentir mise à l'écart ou marginalisée. Puis les normes sociales influencent beaucoup nos comportements dans les espaces publics. Elle nous dit souvent, sans s'en rendre compte, qu'est-ce qui est considéré comme normal ou non. Par exemple, une personne trans ou non-binaire peut hésiter longtemps avant d'entrer dans une toilette publique ou même décider d'éviter complètement d'y aller. Puis ça peut avoir des impacts physiques concrets comme se retenir d'aller aux toilettes, mais aussi des impacts psychologiques comme le stress, l'anxiété ou un sentiment d'insécurité constant. Donc, pour ce qui est des impacts sur la santé et le bien-être, l'évitement des toilettes, c'en est un. Donc, selon une enquête là, menée auprès des personnes trans et non-binaires aux États-Unis, plusieurs vivent des situations difficiles dans les toilettes publiques. Par exemple, environ une personne sur quatre s'est déjà fait dire qu'elle utilisait la mauvaise toilette. Puis aussi, près d'une personne sur 10 s'est fait déjà refuser l'accès ou empêcher d'entrer. Donc, certaines ont aussi vécu du harcèlement verbal, puis dans certains cas, des agressions physiques ou sexuelles. Donc, ces situations-là peuvent être encore plus difficiles pour les personnes qui sont aussi racisées, donc immigrantes, autochtones ou à mobilité réduite. Donc, à cause de ces expériences-là, plusieurs personnes trans et non-binaires évitent complètement d'utiliser les toilettes publiques. Puis, il y a un guide sur les toilettes neutres en milieu de travail qui indique que jusqu'à 70% des personnes trans ont déjà vécu des réactions négatives dans les toilettes publiques et que plus de la moitié évite parfois d'y aller pour ne pas se faire harceler. Donc, ça veut dire que ces espaces-là, qui sont essentiels au quotidien, peuvent devenir des lieux d'insécurité pour certaines personnes. Puis, c'est cet évitement-là qui peut avoir des impacts autant sur la santé physique que sur la santé mentale, dont on va parler dans la prochaine section. En effet, l'évitement de l'utilisation des toilettes publiques par les personnes trans et non-binaires, c'est un réel problème dans notre société et au niveau de nos politiques, mais aussi au niveau médical. Par exemple, plus de 32% des personnes trans et non-binaires utilisent des stratégies néfastes pour leur santé afin d'éviter les toilettes publiques. Par exemple, elles ont tendance à souvent ne pas manger ou ne pas boire durant toute la journée afin de ne pas avoir à utiliser les toilettes. Il va sans dire que cette stratégie peut mener à des enjeux de concentration, de performance, à des malaises, à un état de déshydratation et autres. En plus, près de 8% d'entre elles ont déjà eu une infection au niveau de la voie urinaire ou des enjeux reliés aux reins à cause de cet évitement-là. Ça va sans dire que les conséquences physiques de ce phénomène d'évitement presque de masse sont réelles et inquiétantes. Par la suite, au niveau de la santé mentale, les impacts sont pas seulement au niveau physique, en fait, ça touche aussi la santé mentale. Le fait de devoir constamment penser à sa sécurité dans des lieux du quotidien, comme les toilettes publiques, ça peut créer un stress puis de l'anxiété chez une personne. Pour certaines personnes trans et non-binaires, ces situations-là peuvent devenir une vraie source d'inquiétude ou de malaise. Les expériences négatives répétées dans les lieux publics peuvent aussi renforcer un sentiment d'insécurité et d'exclusion. Certaines études montrent que le fait d'éviter les toilettes publiques est associé à plus de détresse psychologique. Ensuite, à long terme, ça peut aussi affecter le bien-être, augmenter l'anxiété et contribuer à des symptômes dépressifs pour les personnes trans et non-binaires. Le fait de ne pas se sentir en sécurité dans des espaces du quotidien peut finalement mener les personnes à éviter certains lieux, à limiter leurs déplacements et parfois à s'isoler. Donc là, on va passer au point 2 qui explique quelques petites solutions puis pistes d'inclusion.
Une première piste, c'est la sensibilisation dans les milieux comme les écoles, les milieux de travail ou les services publics. Par exemple, d'offrir des formations ou encourager des discussions ça peut aider à mieux comprendre ces réalités-là, puis réduire les préjugés et créer des environnements plus sécuritaires, respectueux. Au Québec, certaines formations ont justement été développées pour mieux outiller les intervenants face à ces enjeux-là. Ça peut aussi passer par des gestes simples comme utiliser un langage inclusif, adopter une attitude d'ouverture, puis demander aux personnes comment elles souhaitent être nommées, que ce soit verbalement ou dans les questionnaires. Cette sensibilisation-là peut aussi amener à réfléchir à des solutions plus concrètes comme l'aménagement des toilettes non genrées. En effet, les toilettes non genrées ou neutres se définissent comme une toilette que tous et toutes, donc chacun et chacune, est en mesure d'utiliser, peu importe son identité de genre. Ces toilettes-là peuvent tout autant être individuelles que collectives, mais il est quand même recommandé, d'opter pour des toilettes publiques neutres collectives afin de ne pas cibler ou séparer les personnes trans et non binaires de leurs compères, comparses cisgenres. De plus, ces toilettes-là peuvent s'avérer très pertinentes pour d'autres personnes. Par exemple, les parents qui accompagnent leur enfant de sexe différent ou bien les pères aidants, aidantes qui soutiennent une personne de sexe différent bénéficieraient de ces installations. Finalement, selon une étude issue des États-Unis, l'installation de toilettes neutres dans l'espace public pourrait même non seulement faire en sorte d'améliorer la santé mentale et physique globale des jeunes personnes trans et non binaires, mais aussi permettrait de diminuer leur risque suicidaire. En revanche, il est essentiel de se rappeler qu'il ne faut pas surveiller l'utilisation de ces installations, de ne pas harceler ou imposer l'utilisation de ces toilettes-là aux personnes trans et non-binaires qui sont dans l'espace. Pour terminer, des changements au niveau des institutions sont nécessaires. Donc, par exemple, on peut mettre en place une signalisation plus inclusive, adopter des politiques aussi contre la discrimination et former le personnel. Puis concrètement, ça peut vouloir dire d'adapter certaines pratiques et mieux sensibiliser les équipes aux réalités des personnes trans et non-binaires. Ces changements-là peuvent se faire à différents niveaux, autant dans les milieux de travail que dans les services publics. Puis l'objectif, c'est de créer des environnements plus respectueux, sécuritaires et inclusifs pour tout le monde. Et donc voilà, pour terminer, la séparation genrée de nos espaces publics est dommageable et dangereuse pour beaucoup de personnes, principalement celles qui sont trans, non-binaires ou non conformes au genre. Évidemment, aujourd'hui, on s'est vraiment concentré seulement sur la binarité des toilettes publiques, mais la vision binaire et discriminatoire de notre société affecte presque tous nos espaces publics, nos normes, nos habitudes et nos structures sociales, comme par exemple les vestiaires, les emplois ou les vêtements. Prendre conscience et se sensibiliser à ces enjeux-là peut nous permettre de ne pas nous-mêmes reproduire des discriminations. De plus, il est important de prendre le temps de vraiment comprendre la réalité des personnes trans et non-binaires, puis de faire un effort pour devenir leur allié. Pour faire ça, il faut se pratiquer à identifier les structures, les politiques ou les simples installations discriminatoires. Il s'agit ensuite de les dénoncer afin de joindre nos voix à celles des personnes trans et non-binaires et de faire changer les choses. Voici les sources sur lesquelles on s'est basé pour la capsule d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute.